Il était une fois, il y a très longtemps, mais vraiment très longtemps, dans une galaxie... Dans une galaxie pas si lointaine que ça, en fait. Un monde où le futur était arrivé bien plus tôt que prévu. Dans cet univers fait de vapeur et d'acier, d'éminents scientifiques avaient inventé une machine à voyager dans le multivers. Allez, recule avec ta caméra, tu veux? Ah, vous êtes là. Cachée dans les profondeurs de l'espace, une société secrète et mystérieuse appelée l'Empire du Chronicité, suspicieuse et méfiante par nature, mais surtout jalouse de cette fabuleuse découverte, s'était emparée de la machine et imposait depuis un joug terrible et des règles absurdes, afin d'empêcher les mondes connus et inconnus d'accéder à la connaissance et la culture. Aidée du professeur Adolfield, une équipe de surhommes extraordinaires venus des mondes parallèles s'organisèrent alors pour combattre l'Empire dystopique. On les appelait la Ligue des Nouveaux Héros Extraordinaires. Non mais ça perd l'hypopète qui appelle pendant l'émission.
Bonjour, Monsieur Sky. Vous avez un message sur le lecteur à bande magnétique. Margot, vous plaisantez, j'espère. Passez-moi l'appel, ça ira plus vite. Je vous en prie, Monsieur Sky. Bonne émission. Oui, bonjour. Ici les Vaporistes. On est en pleine télédiffusion, là. Le journal? Non. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais besoin de joindre les réservations pour le film de ce soir. Sacrebleu! Allez faire votre cinéma ailleurs! C'est une émission sérieuse ici, monsieur. Merci, au revoir et à jamais. Il a raccroché le bougre. Rigolo. Champion, réveille-toi. Tu t'es encore trompé dans les algorithmes. Je sais pas qui c'était ce gars, mais en tout cas, c'était pas le standard des réservations du cinéma à l'écran. Tu pourrais pour une fois ne pas te tromper, s'il te plaît. C'était plus simple avec Kareshka. Comment ça, non. Elle faisait le boulot, mon pote. Et illico presto. Le meilleur rétrobot de toute la galaxie. Moi, un menteur? Oui, allô? Ouais, c'est bon, j'arrive. Bonjour, ici le standard interdimensionnel, toujours à votre service. Tout d'abord, monsieur, êtes-vous bien le code D23578 SSB? Vous avez demandé à être mis en relation avec le cinéma à l'écran. Pourriez-vous me préciser votre réservation? Ah, pas trop tôt. Ce serait pour réserver le film de ce soir. Vous savez, le truc à la mode, là, sur les surhommes, les extraordinaires, je sais pas quoi. Hey, monsieur a du goût. Le film sur la Ligue des Nouveaux Héros Extraordinaires ou la légendaire émission avec Xavier Fournier? Si c'est l'émission, c'est plus tout jeune tout ça. En plus, chronicité l'a crypté, mais pour un connaisseur tel que vous, semblez l'être, je dois bien pouvoir bidouiller quelque chose. Xavier Fournier? Xavier Fournier? Le spécialiste des super-héros? Ah, bah c'est marrant ça. Il est justement sur mon agenda pour une future interview. Mais c'est pas pour tout de suite. Une prochaine interview? Sky? C'est toi? Oui, vous êtes qui? Salut! C'est Lou Parvro! Hey, Lou Parvro! Bah ça alors? Mais alors, toujours en 2020? Et ta musique alors? Tes concerts? Ta collaboration avec le Don Roger? Bah tu sais, 2020, finalement, je trouvais plus de date à cause du Covid-19, tout ça, alors... J'ai quitté le fuseau temporel 3 code Neil Armstrong, et puis j'étais me chercher un job alimentaire. Et puis voilà, j'ai jeté un coup d'œil à l'univers 18 code chronicité. Je dois reconnaître que je suis un petit peu bloqué ici en ce moment. Oh. J'ai ramené un bon café depuis l'univers 41 code Engar Penzor, donc ça va quand même, ça va. Imhotep. Sinon, pour ta question, je te confirme qu'il y a une super interview de Xavier Fournier. Par contre, tu l'as pas encore faite visiblement. Ça te dit de le rencontrer maintenant? Bah maintenant, tout de suite là? Mais attends, je suis même pas encore prêt. Je vais essayer de te bypasser ce truc. C'est vrai que chronicité surveille tout, mais je vais y arriver, tu vois, attends voir. Et là, voilà, on est offline, je vais pouvoir. Allez, Skype, comme au bon vieux temps, soyons fous. Mais, c'est parti.
connexion dimensionnelle. Oh bah bravo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord. Je suis le capitaine de ce vaisseau et je parcours l'espace-temps pour réaliser des interviews exclusives sur la science-fiction et plus particulièrement le rétrofuturisme. Pour cette nouvelle édition de C'était demain, j'ai le plaisir de vous proposer une immersion aux origines de la science-fiction, du merveilleux scientifique et la pop culture en passant par les super-héros. Avec toujours des interviews exclusives d'auteurs, d'artistes, de spécialistes du genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Fournier. Bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue à bord du Master Ship 66 pour une interview exclusive sur les super-héros français et les comics américains. Alors je te présente, tu es journaliste, tu es conférencier, tu es podcasteur, tu es spécialisé dans les comics américains, sur la bande dessinée américaine. Tu as publié de nombreux ouvrages sur les comics, sur les auteurs de comics, dont Jack Kirby, et sur les super-héros français, avec deux magnifiques anthologies, dont une que je présente magnifique, la deuxième est dans ma bibliothèque, dans la soute à bagages, à côté de la soute à bagages de mon vaisseau. Justement, qu'est-ce que c'est qu'un super-héros? Qu'est-ce qui définit le genre super-héros exactement? Ah, alors ça c'est une question en apparence simple, mais c'est un piège, parce qu'on a tous l'impression, on est tous convaincus de savoir ce que c'est un super-héros, mais j'ai l'habitude de dire qu'on reconnaît immédiatement un super-héros, mais pour le définir, c'est une autre paire de manches, parce que comment tu fais rentrer dans la même boîte Superman, qui est donc le type qui est bardé de super-pouvoirs, qui est même pas de notre planète, et puis qui donc a un super costume, avec quelqu'un comme Batman, qui a effectivement un costume, mais qui en dehors de ça est un détective super athlète, mais qui n'a pas de super pouvoir. Et puis au milieu, tu mets des personnages comme Iron Man, qui a une armure mais qui n'a pas de pouvoir, puis tu mets Hulk. Donc moi, je ne suis pas la seule personne à avoir pensé comme ça. On est quelques-uns à penser que la seule manière de s'en sortir, c'est de fonctionner par une sorte de QCM. Le super-héros, c'est un type qui généralement est bon. Et encore, il y en a certains qui sont un petit peu entre les deux. C'est un type qui généralement a des super pouvoirs, qui généralement a un super costume, qui le plus souvent, et finalement c'est vraiment un trait de caractère assez particulier, a deux pôles d'identité, une identité secrète ou au moins deux identités comme Bruce Banner et Hulk. Et avec ce QCM là, fondamentalement, tu vas faire un truc. Si le personnage a 2-3 ces traits de caractère, il y a de fortes chances qu'il soit un super-héros. S'il en a qu'un ou pas du tout, forcément ça le met en dehors de la catégorie. Depuis quand ce genre il existe? Avec toutes les publications américaines qu'il y a dans le monde, on a parfois l'impression que l'histoire de la bande dessinée, enfin des super-héros de comics, vient des USA. C'est le cas ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que quand on regarde, moi j'ai fait des bouquins sur les super-héros français, mais il y aurait des bouquins à faire sur les super-héros japonais ou des trucs comme ça. Quand on regarde fondamentalement les super-héros tels qu'on les définit aujourd'hui, tels qu'on essaie de les identifier aujourd'hui, puisque je viens justement d'expliquer qu'on avait du mal à définir, ça apparaît à travers le monde entier de manière pratiquement spontanée à la fin du 19e, début du 20e. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, de dire pourquoi. Et puis ça, la chose, la greffe prend ou pas selon les pays, suivant plein de trucs culturels. Donc c'est vrai que dans plein de pays, y compris la France,
ce genre de personnage-là a été handicapé un petit peu au démarrage, pour plein de raisons parfois politiques ou culturelles. Et aux États-Unis, en particulier par le fait qu'ils n'ont pas eu l'occupation, ce qui a bien aidé aussi, ça veut dire que le monde de l'édition n'a pas été coupé en deux au moment de l'occupation, puis à nouveau coupé en deux au moment de la libération, et ça te donne des personnages qui maintenant ont 80 ans, quoi, qui ont plus de 80 ans, donc qui s'installent dans la durée, et quand tu veux chercher, tu vois ces trucs comme si c'était des phares dans l'océan, quoi. Là où la plupart des héros des autres pays, c'est même quand c'est des personnages qui durent 10 ou 20 ans dans des petites séries, on a toujours l'impression que c'est l'exception qui confirme la règle. En fait, il y a vraiment une production très riche à travers le monde de surhommes costumés, ou pas d'ailleurs, de personnages qu'on peut associer à des super-héros. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai lu justement les super-héros, une histoire française, c'était de voir que, par exemple, le Comte de Monte Cristo fait partie de ces super-héros, on va dire, mais à une époque très très ancienne. Monte Cristo, pour moi, c'est un proto-super-héros. C'est l'ancêtre du genre. Pourquoi? Parce que je compare toujours ça à deux généalogies croisées. Il y a comme deux familles qui se sont rencontrées quelque part au-dessus de l'Atlantique. Et dans le milieu du 19e, 19e siècle, les Américains avaient ce qu'ils appelaient le roman de prairie, qui en fait signifiait la version roman de ce qu'on appellerait nous aujourd'hui une western. Il y avait beaucoup de choses comme le fameux roman, le dernier des Mohicans, où plein de personnages qui règlent dans la société américaine de l'époque, il n'y a pas de shérif, il y en a un à 3 jours de cheval, des trucs comme ça. Si tu veux faire la justice à cette époque-là, tu te prends en main et tu règles les choses plutôt de manière violente. Et donc ça définit un type qui n'attend pas que la société fasse l'arbitrage. Et puis le comte de Monte Cristo, lui, il arrive avec lui aussi, il fait un peu sa justice, mais il le règle à travers tout un système d'identité multiple, et puis il instaure un ressort qui est de dire que le surhomme, finalement, il défie la société. C'est souvent soit un homme pauvre qui va arriver à s'élever à travers les puissants grâce à un masque ou une identité de rechange, et quelque part, même Spider-Man rentre dans ce moule-là, soit un type très riche, mais qui va arriver à faire régner la justice dans les bas-fonds parce qu'il est tellement fort que finalement, il arrive à défier les classes sociales. Et là-dessus, sur ce registre-là, on a Batman. Quand on regarde bien le comte de Monte Cristo, fondamentalement, il a déjà des repères souterrains, il a déjà des identités multiples, et la seule chose qui lui manque, c'est un super slip, en fait. Fondamentalement, c'est ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que quand tu commences à creuser le comte de Monte Cristo, qui s'est énormément exporté aux États-Unis, vraiment, ils en ont fait il y avait des clones, il y avait des copies, je crois qu'il y a même eu la fiancée de Monte Cristo, enfin, ils ont vraiment fait, ils signaient les faux bouquins, les signaient Alex Dumas, enfin, c'est vraiment un truc gigantesque. Mais le vrai truc, c'est que quand tu relis les premières éditions, en fait, Dumas t'explique que, lui et ses collaborateurs, parce qu'il n'écrivait pas tout seul, ils se sont inspirés d'un fait divers. Et c'est super intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, ça te donne la clé. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés d'un type qui a vraiment existé. Quand tu refais le film, tu te rends compte qu'au 19e, il y a beaucoup de types qui... les sociétés étaient en pleine évolution, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et il y a beaucoup de types qui, sous un régime politique, étaient un salaud, et puis devenait un héros sous un autre régime. Et c'est le cas par exemple de Vidocq, qui a été bagnard sous un régime politique et qui est devenu le premier flic de France. Et donc ça donne vraiment les racines réelles de ces personnages-là. Et plus tu avances vers le XXe siècle, et plus tu as le ressort social de ce truc-là. C'est-à-dire que les gens avancent dans un progrès social qu'ils ne comprennent pas entièrement, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde qui n'était pas le monde de leurs parents. Grâce au progrès des communications, grâce au progrès social, grâce à plein de choses. Et ça veut dire que comme tu ne maîtrises pas les usages, comme la ville ne ressemble pas à la ville dans laquelle tu as grandi, tu t'inventes quelque part des personnages idéaux qui vont régler la justice dans cette nouvelle ville que tu ne comprends pas. Alors, la première moitié du XXe siècle a eu son lot de personnages de fiction, tels que Fantax, Vega la Magicienne, Nick Talop, Fantomas ou encore Judex. J'adore les noms, c'est top. Mais il faudra attendre quand même de nombreuses années avant qu'on retrouve des super-héros français en France. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique cette soudaine disparition? Il y a plusieurs choses en ce qui concerne les disparitions de super-héros français. Je vous rassure les gens, il n'y a pas eu des ovnis qui sont venus et qui les ont enlevés. Mais vraiment, dès le début, je viens de vous parler des proto-super-héros tels que Monte Cristo, mais dès le début des premiers super-héros, et moi je date à peu près ça à un personnage qui s'appelle Loisel, qui est apparu vers 1908-1909.
une femme avec une combinaison noire et des ailes en métal, des ailes de chauve-souris pratiquement, qui vole au-dessus de Paris. Et quand tu lis le roman, tu te dis voilà quoi, où est la BD, où est le film, tellement c'est du super-héros avant l'heure quoi. Et le vrai truc, c'est qu'il y avait d'abord beaucoup de censure à l'arrivage. Il y avait un type qui s'appelait l'abbé de Bethléem. Quand tu décris le mec, t'as l'impression que c'est une invention, mais un espèce de type complètement conservateur qui menait une campagne, qui publiait une revue pour expliquer ce qu'il fallait interdire. Régulièrement, tu avais cette revue qui te pointait à l'index tous les trucs qu'il fallait faire disparaître. Ce qui est un super travail, c'est un super outil quand toi tu recherches des décennies plus tard, parce que le mec il a juste listé tout ce qu'il voulait faire disparaître. Et donc nous, pour les retrouver, c'est super. Mais à l'époque, c'était pas très cool, et il insultait les auteurs, les autrices, et voilà, on t'explique déjà que ça va former une génération de tueurs, que ça va être la... c'est un discours que vous avez déjà entendu sur les jeux vidéo ou sur le rock, tu vois, quand c'est la fameuse histoire que si tu entends si tu entends les disques à l'envers ou à vitesse réduite, tu vas entendre la voix du diable. Et ben là, c'était pareil avec les personnages qui sortaient, qui appartenaient un peu au surnaturel. Arrive donc une droite très conservatrice, très religieuse, qui ne veut pas entendre parler de ces personnages de super pouvoir, parce que pour eux, ce sont des personnages qui viennent s'immiscer entre l'homme et Dieu. Il ne peut pas y avoir quelqu'un, je l'ai lu dans un de ces bouquins d'époque, il y a un type qui dit non, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui s'élève au-dessus de l'homme, entre l'homme et Dieu, quoi. Ça serait du parasitage. Donc voilà, t'as cette droite très particulière qui ne veut pas entendre parler, et t'as une gauche extrême, qui elle veut pas en entendre parler, à plus forte raison qu'elle confond ça un peu avec les théories du surhomme. Or, le super-héros, c'est pas le surhomme de Nietzsche, c'est pas un truc tel que le nazisme ou d'autres mouvements vont l'utiliser. La vraie traduction du super-héros, ou de Superman, faudrait vraiment le traduire par super-homme. C'est pas un homme qui est au-dessus des hommes, c'est un homme magnifié. Superman fait tout plus que nous. Mais en même temps, il adore redevenir le type super timide, il est bien parmi les hommes. Et donc, tu retrouves ça aussi avec les super-héros français, qui sont construits exactement pareil, si ce n'est que, bon, il y a d'abord un gros problème de pression morale dans l'entre-deux-guerres, mais ça n'empêche pas que tu vois des films. Il y a Judex, dont tu as parlé tout à l'heure, qui a été un personnage à succès à la fois de romans et de films. Il y a une héroïne qui est un petit peu la Black Widow de l'époque, dont le premier film est sorti pendant la Première Guerre mondiale et qui a fait 5 films quoi, de l'époque, qui s'appelle Protea. Et c'est une nana en combinaison noire une sorte d'agent secret, et honnêtement, tu la recoloris en rousse et t'as Black Widow. Je suis pas en train de dire que les Américains sont inspirés de ces personnages très anciens, hein. C'est plus que face à des problématiques un peu similaires, finalement le cerveau il fonctionne pareil. J'imagine pas un instant que les auteurs de Black Widow soient tombés un jour sur une copie de Protea. Et donc après arrive un moment où t'as l'occupation, et là c'est direct quoi. T'as plein de ces personnages là qui disparaissent, encore que de manière un peu surprenante. T'en as 2 ou 3 un peu qui arrivent à passer au travers des vagues et que les Allemands repèrent pas au début. C'est-à-dire qu'il y a un illustré qui s'appelait Gavroche, et c'est plein de mecs costumés, masqués, qui font sauter des trucs, qui sont poursuivis par la police, et tu dis mais ils se sont rendus compte de ce qui laissait passer, au point où d'ailleurs certains résistants sont inspirés de ces personnages-là. Tu parlais de Judex, et ben en Auvergne, il y avait un résistant assez pugnace de l'époque, un type qu'on décrit avec une mitraillette dans chaque main, qui se fait appeler Judex. Il y en avait un autre en Normandie qui se faisait appeler Fantomas, en fait. Donc c'est assez marrant parce que tu vois que ces personnages, je vous expliquais tout à l'heure, qu'ils ont un petit peu des racines dans le réel à travers les mecs qu'on peut inspirer, par exemple Monte Cristo, et tu te rends compte qu'après ça se redéverse dans l'autre sens, c'est que ces personnages fictifs arrivent à inspirer des personnages réels. Et enfin, dans l'après-guerre, arrive à un gros moment de censure, où on t'explique que fondamentalement il va y avoir une 3e guerre mondiale. C'est pratiquement écrit comme ça je résume, mais grosso modo c'est ça dans les articles de l'époque. On t'explique qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale parce que ces bouquins-là, ces personnages-là, finalement c'est la théorie du surhomme, et ça va former une génération de serial killers ou de fascistes. Et tu vois des articles délirants dans la presse. J'en avais récupéré un, je crois, qui date de la Libération, où les gars ils font une sur Tarzan et Superman et une des gosses, c'est ça le titre. Et puis en tout petit à côté, t'as un article sur la création de l'État d'Israël.
C'est-à-dire que pour expliquer le rapport de l'importance géopolitique qu'ils donnent à ce truc-là, les gars, ils sont complètement déments. Et c'est à ce moment-là que les censeurs, les pressions morales vont expliquer que finalement, ces personnages-là, ils sont pas de chez nous, ce sont des agents étrangers, des espions ou des influenceurs. À l'époque, on n'utilise pas ce mot-là, mais des gens venus des États-Unis ou de l'URSS qui veulent un peu saloper le cerveau de nos chères têtes blondes, puisqu'à l'époque, il n'y a que les chères têtes blondes qui existent. Et voilà, et c'est à ce moment-là qu'on arrive à convaincre la population que ces personnages-là, c'est pas de chez nous et qu'il faut donc les interdire. Alors, comme ils sont arrivés à convaincre que ça venait pas de chez nous, à chaque fois qu'il y a un personnage qui fonctionne après, on le prend pour l'exception qui confirme la règle. Et il y a un truc assez flagrant, il y a un héros qui s'appelle Superboy. En deux mots, Superboy un peu plus loin, ça n'a rien à voir avec le Superboy américain, c'est un personnage qui a été créé à Lyon, et c'est un type en rouge et jaune avec des ceintures à fusée, tu as dû le voir dans le bouquin. Vraiment un personnage épatant, qui a un côté un peu les indestructibles, tu vois, et qui a été créé à la fin des années 50. Ce personnage-là, il est apparu dans 300 épisodes. C'était publié tous les 15 jours à une époque, et ensuite tous les mois, je crois. 300 épisodes de ce personnage-là. Et donc, il y a entre la fin des années 50 et milieu des années 80. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais tous les gens l'ont lu en se disant, si ça se doute, c'est un truc pas de chez nous. Le cerveau, enfin tout le monde, et quand sont arrivés il y a eu une vague de personnages qui passaient à peu près, parce que justement Super Dupont, il était tolérable, c'était une parodie. Alors plein de gens t'expliquent après coup que, ah ben oui, Super Dupont c'est une parodie de super-héros. Sauf que non, quand tu regardes bien, Super Dupont c'est une parodie de français. Et même s'il est vrai qu'il y a un épisode où il se bagarre contre Superman, le reste du temps, il se moque beaucoup plus de la culture française qu'il se moque des super-héros américains. C'est pas du tout son propos. Donc, quand on t'a expliqué que c'est comme ça et pas autrement, le cerveau, il a une manière de s'auto-convaincre que puisque c'est comme ça, voilà. Et à chaque fois, c'est un peu à la fois la force et la faiblesse de ce genre-là en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'arrive quelqu'un qui crée un personnage durable, on te dit, ah ben oui, mais soit c'est le premier, c'est-à-dire qu'on t'efface tout ce qui a existé avant, c'est une manière de tout faire passer sous le tapis, soit on t'explique, ah ben oui, mais c'est l'exception, parce que sinon, bien entendu, c'est américain. Je pense que y a un truc, mais qui tient sans doute au fait qu'on a été un pays occupé à un moment, et, et puis qu'il y a eu la décolonisation, et ça nous a un peu rabattu le caquet sur les questions de puissance. Voilà quoi. Les États-Unis n'ont pas eu ce truc-là, et ça veut dire qu'ils sont vachement plus à l'aise avec leur rapport avec le patriotisme. Alors, patriotisme et nationalisme, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec des personnages comme Captain America, si ce n'est que nous, dès qu'on voit arriver un personnage un peu genre super français, on va dire, on l'accepte plus facilement si c'est dans la parodie, parce que si on le trouve un petit peu au premier degré, d'un seul coup, ça nous pose question par rapport à notre propre image, notre propre culture, notre propre fonctionnement. Et donc Super Dupont est super acceptable parce que c'est une super parodie. Si c'était un super français ou un Captain France au premier degré, ça n'attirerait pas la même sympathie pour plein de raisons qui sont extérieures au personnage en fait. Une fois que tu as sorti ça, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de personnages à nouveau qui sont dans notre culture tout à fait ennemis, qui correspondent à des super-héros, si ce n'est qu'on a appris à ne pas les considérer comme super-héros. Et je vais prendre un exemple qui est super connu, c'est Fantomètre. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt une BD, un roman, une série de romans considérée un petit peu désuète, mais ça a vraiment été la lecture par défaut de plusieurs générations de petites filles et de petits garçons. Et ben, Fantomètre, quand tu relis le tout premier roman, d'abord, elle correspond pas du tout à l'espèce de personnage en jaune en jupette. À l'intérieur du roman, elle est vraiment décrite comme un personnage un peu habillé en noir, crépusculaire, et surtout, son premier adversaire, c'est un serial killer, c'est un type qui tue des grands-mères. Bah, ça rigole pas tant que ça, en fait. Et c'est finalement, tu sens vraiment une espèce de petit Batman au féminin, quoi. Donc, sauf que non, nous on nous a dit c'est pas de chez nous, donc Fantomètre c'est pas considéré comme une super-héroïne, alors que c'en est une. Il y a aussi Photonique dans les années 80, Micros, tout ça. Photonique qui fait partie de la même génération que Micros, ça fait partie de toute cette nébuleuse lyonnaise qu'il y a eu dans les années 80, où effectivement des gens qui travaillaient pour les éditions Luxe souvent, qui donc retouchaient des BD américaines, et à un moment les éditions Luxe se sont dit que pour être moins
moins dépendantes des Américains. Peut-être qu'à un moment, ça serait bien d'avoir leur propre personnage. Ils ont vraiment créé un magazine qui s'appelait Mustang, qui était entièrement consacré à contenir des histoires de super-héros français, alors que on appelait des super-héros parce que le mot super-héros, en théorie, il est déposé par DC et Marvel pour éviter qu'il y ait de la concurrence. Et donc, c'est le premier magazine qui revendique de faire qui revendique tout en donnant des noms américains à ses auteurs pour faire un petit peu plus rock'n'roll, à la Dick Rivers, on va dire. Mais c'est le premier titre entièrement consacré à mettre sur la page des héros français. C'est le premier truc de ralliement. Ce qui fait que finalement, il y a toute une génération d'ailleurs qui est convaincue qu'il n'y avait pas de super-héros français avant ce titre-là. Champion, transfère mon appel à la salle des machines.